Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour, et bien c'est un monde de livres qui n'a une seule invitée, Marion van Rentergem, pour son livre Le piège Nord Stream aux éditions des Arènes. Alors, ça n'est pas un roman, c'est un livre pour l'histoire, bien que ça puisse se lire comme un roman policier. C'est pour ça que j'ai invité à l'interroger avec moi Richard Audier, que vous connaissez bien, le directeur du Fonds social juif unifié. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jo. Bonjour. Alors, on avait programmé cette émission avant la tragédie qui vient d'arriver depuis samedi, et on s'est dit qu'il fallait la maintenir parce que c'est vraiment le moment de parler de l'histoire, de la démocratie, et aussi peut-être de Poutine. Alors, Marion van Rentergem, je ne vais pas cacher qu'on se connaît depuis longtemps. Vous avez été journaliste au Monde des Livres, vous avez été grand reporter au Monde, vous avez eu un prix Albert Londres, vous avez été grand reporter à Vanity Fair, maintenant vous faites des chroniques dans l'Express, et vous avez écrit des livres. Alors, vous vous êtes beaucoup intéressé à Angela Merkel, et qu'est-ce qui vous a amené dans le piège Nord Stream? Angela Merkel, déjà, parce que dans ma biographie d'Angela Merkel, il y avait une phrase, un paragraphe, peut-être une page, où je parlais de son erreur historique, de ce qu'elle est restée comme une tâche et une faute dans son bilan, qui était la dépendance excessive à la Russie et à la Chine, et notamment que sa faute resterait comme étant le lancement de Nord Stream 2. Mais je ne croyais pas si bien dire. À vrai dire, ça n'était pas le sujet de mon livre, et je ne croyais pas si bien dire. Ce qui m'a donné l'envie, c'est vrai qu'au moment, la guerre en Ukraine a commencé au moment, quelques mois après le départ d'Angela Merkel de la chancellerie. Donc tout d'un coup, cette faute prenait une autre dimension. Et puis, ce qui me fascinait aussi, ayant été très longtemps fasciné par l'ancienne Union soviétique, les pays de l'Est et Vladimir Poutine, c'était de comprendre comment on en était arrivé là. Et il m'est apparu comme une évidence que ces tuyaux, ces 4 tuyaux, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ce double gazoduc qui traverse la mer Baltique directement de la Russie à l'Allemagne, puis à l'Europe pour acheminer du gaz, était plus que n'importe quel autre signe, l'incarnation de cette dépendance diabolique, folle, cette dépendance énergétique entre la Russie et l'Europe. Et Nord Stream m'est apparu assez vite comme une sorte de personnage, et je trouvais ça assez amusant dans cette tragédie de me dire que j'avais fait la biographie d'Angela Merkel et que maintenant j'allais faire la biographie d'un tuyau. Alors pour moi, il était évident de lire votre livre, mais c'était pas évident pour Richard Audier, donc j'ai dit à Richard Audier, tu dois lire ce livre. Et le résultat, c'est qu'il est là. Oui, alors si je dois conseiller un livre cette année, je pense, en tout cas qui est dans la sortie littéraire, c'est celui-ci. Merci. Et ça nous aide à comprendre ce qu'on vit aujourd'hui dans la situation en Israël, en fait. Et tout le travail de Marion, qui est une journaliste hors pair, en fait, c'est de faire comprendre que des petits symboles comme ça, des petits gestes, vont vous transformer l'histoire. Et si on veut comprendre ce qui se passe à Gaza, il faut bien comprendre les liens entre la Russie, l'Iran, mais aussi justement les États-Unis, la France, l'Europe, et surtout, et c'est ce qui m'a fasciné dans ce livre, puisqu'on avait même travaillé ensemble un papier sur l'Arche, sur la mémoire défaillante des entreprises et du commerce, c'est le rôle des entreprises et des politiques dans l'indifférence, dans la naïveté, dans la complicité, avec des gens qu'on aime en plus. Angela Merkel en est une. Et en fait, le livre de Marion, il est indispensable, et on retrouve, comme souvent, des gens qui ont été sales dans l'histoire. Alors, on peut peut-être pas tout dévoiler le livre, mais je veux juste pour montrer à nos auditeurs l'importance de la lecture de ce livre en ce moment. Marion montre la duplicité d'entreprises, et elle cite par exemple le BASF, BMW, des gens comme ça, qui ont collaboré avec Poutine et Gazprom pour que ce gaz existe. Alors Marion va en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez finalement que des entreprises vont céder aux paillettes russes pour financer ce gaz. Et ces entreprises, c'est celles qu'on a citées dans l'Arche, qui en fait se disent qu'ils font un devoir de mémoire, qui créent une fondation pour sauver un dauphin parfois et une grenouille dans la nature, et des belles fondations, mais en fait qui n'ont pas ce devoir d'histoire, de la responsabilité qu'ils devraient avoir en 2023, c'est-à-dire d'agir pour les démocraties. Et eux, en collaborant avec Gazprom, vous l'expliquez très bien, finalement, ils ont ouvert les vannes à Poutine, qui a mis en place, et j'en termine là, le rêve inversé qu'on avait. Alors vous le dites dans le livre, c'est Das Kalte Krieg ist vorbei, c'est-à-dire la guerre froide est finie. En fait, Poutine a bien compris que ce slogan allemand était ridicule, il l'a ouvert en prenant le pouvoir, et en fait il a utilisé tout ce que le capitalisme et l'Union européenne est capable de donner comme naïveté,
Et ce livre, vous le racontez, et on comprend en fait le monde actuel grâce à ça. Voilà. Merci beaucoup. Vous insistez sur les industriels. Je dirais que les industriels, les politiques, oui. Ils font leur job. Les industriels, ils font du business. Et à la limite, ce n'est pas à eux d'être moral et politique. En revanche, les complicités politiques sont plus graves. Et l'aveuglement et la complaisance et la naïveté, tout ça mélangé d'ailleurs, parfois de la corruption, des politiques pendant 20 ans. Cette cécité, l'impuissance et l'incapacité des élites européennes à vouloir comprendre, à vouloir regarder vraiment qui était Vladimir Poutine, alors que tous les éléments étaient quasiment en place depuis son arrivée. On a eu la guerre en Tchétchénie, puis il a empiété un peu de la Géorgie, puis il a vassalisé la Biélorussie, puis il a pris l'Ukraine. Il n'a pas cessé de montrer que son but, son objectif, son seul objectif, lui qui était un nostalgique de l'URSS, il a dit c'est la pire catastrophe du XXe siècle, c'est la chute de l'URSS, était un héritier de l'URSS, un ancien officier du KGB, un nostalgique, et que son unique objectif était de reconstituer l'URSS dans ses frontières initiales. Et ça, c'est vraiment, il y a une culpabilité collective à avoir voulu, comme des petits Munich successifs, à avoir chaque fois pardonné, concédé, imposé des sanctions qui n'étaient pas graves, et n'avoir pas compris que pour Poutine, la seule expression de la puissance, ça n'est pas la puissance économique, ça n'est pas la puissance culturelle, c'est la puissance militaire, et qu'il ne conçoit pas la puissance de son pays autrement que par l'extension territoriale. Donc il ne pense qu'à manger, qu'à récupérer les territoires perdus. Et c'était vraiment, encore une fois, visible, et personne dans les grandes démocraties occidentales n'a voulu regarder les choses en face. Alors dans votre livre, justement, il y a un portrait de Poutine assez long qui le prend très tôt et qui montre son évolution. Oui, Poutine donc Je commence le livre par l'arrivée, le premier discours de Vladimir Poutine au Bundestag, invité par bien sûr le gouvernement. Il avait été montré à la télévision il n'y a pas si longtemps et j'étais totalement étonné. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, on aime la littérature russe, on en parle souvent, Josiane, et en fait, on lit Dostoïevski, on lit Tolstoï, et on ne fait pas le rapprochement avec ce qui se passe. Mais en fait, en France, on a eu Napoléon, mais finalement, on n'a pas une vision très d'empire. C'est pas notre sujet, quoi. Alors que Poutine... Mais Poutine, il a une vision d'empire. Il a une vision d'empire. Voilà. Et c'est ça qui m'a frappée, à vrai dire, en commençant à prendre ce personnage de Nord Stream comme un peu à la fois la clé d'explication de la guerre en Ukraine et une des causes de la guerre en Ukraine, on y reviendra. Je n'avais pas mesuré, je connaissais, je savais que j'allais écrire une sorte de roman policier de la corruption, de la complaisance et de l'aveuglement du côté des personnes qui s'étaient fait piéger par Poutine, des dirigeants européens qui s'étaient fait piéger. Je n'imaginais pas la capacité stratégique du piégeur. Mais c'est ça qui est je pensais que Poutine était... Alors c'est drôle que le grand joueur d'échecs Garry Kasparov est toujours assez vexé quand on dit que Poutine est un joueur d'échecs. Il dit non, c'est pas un joueur d'échecs, c'est un joueur de poker. Et à vrai dire, je considérais un peu Poutine moi-même comme une sorte de brute à sang-froid, un champion de judo qui testait chaque fois ses adversaires et qui jouait en effet comme au poker. Mais non, c'était un stratège extraordinaire. Et ce que j'ai mesuré en enquêtant, c'est à quel point d'abord ce projet de Nord Stream arrive exactement et pensé au moment de son arrivée au pouvoir, c'est le projet économique et stratégique de Vladimir Poutine, son objet, sa chose et son instrument de guerre depuis son arrivée il y a plus de 20 ans. À quel point donc il est confondu à Nord Stream et à quel point il a pensé depuis son arrivée au pouvoir l'importance des matières premières, comment il allait piéger et rendre drogué au gaz l'ensemble du continent européen, comment il a compris que l'Allemagne avait été le talon d'Achille de l'Europe et allait devenir son cheval de Troie parce que c'était une grande puissance industrielle en devenir, et comment il avait déjà en tête donc son objectif dont j'ai parlé qui était de récupérer ces anciennes frontières de l'Union soviétique, et en particulier l'Ukraine, qui était une obsession depuis le départ pour Vladimir Poutine, récupérer l'Ukraine, qui a un rôle particulier justement comme nation à récupérer, et qui l'a rendu fou, littéralement fou, au moment des révolutions oranges de 2004-2005, avec cette tentation ukrainienne, objective et évidente, de vouloir rejoindre le camp occidental, de vouloir rejoindre l'Union européenne. Et ça,
ça, c'était impensable, impossible, insupportable pour Vladimir Poutine, que l'Ukraine lui échappe, que sa chose, il considère que d'ailleurs que l'Ukraine n'existe pas, il l'a souvent dit dans les discours, ça n'existe pas, c'est russe, ça n'est pas une nation indépendante, et que ce bout de lui-même veuille, et la prétention de rejoindre le camp occidental, c'était insupportable. Donc c'est une obsession depuis son arrivée au pouvoir, et le piège a été mis en place avec, je dois dire, une ingéniosité magistrale. Mais c'est ça qui le rend... Il est vraiment effrayant à travers votre livre, à travers ce livre. Je ne sais pas ce qu'en pense Richard, mais moi, j'ai vu un personnage vraiment diabolique, ce que j'imaginais pas du tout. On le savait. Je croyais... C'est-à-dire qu'il va même plagier une thèse pour se donner une légitimité sur les ressources naturelles. Oui, en 85, il monte la bande... Mais vous saviez qu'il était aussi intelligent, Richard ? Non, je ne sais pas si j'aimerais dire que l'intelligence ne sert pas à ça, donc on va dire qu'il n'est pas intelligent. Il est très fort. Il est très fort, voilà. Il est très fort et il est tombé, je dois dire qu'il a été, donc c'est pour ça que je dis que le plan de Poutine, ce piège était presque parfait, c'est que franchement, il s'en est fallu d'un cheveu pour que le piège échoue. Tout était tellement admirablement pensé, ses adversaires devenus ses alliés objectifs étaient si dociles et si complaisants que finalement... Même avoir réussi à capturer cette proie qui est Gerhard Schröder, quelqu'un de l'importance de Gerhard Schröder, chancelier d'Allemagne, puis ancien chancelier d'Allemagne, tout puissant dans la social-démocratie européenne, tout puissant au gouvernement de coalition, dans le gouvernement de coalition d'Angela Merkel à travers des ministres qui étaient restés en place. C'était inespéré et très souvent, il a eu de la chance, Poutine. Il a eu de la chance de rencontrer des personnes qui marchaient trop bien dans son jeu et franchement, tout était extrêmement... Des personnes et des dates, parce que vous parlez du 11 septembre, par exemple, il a une chance folle sur le calendrier. Vous avez raison, une des premières chances de Poutine, si l'on peut dire, ce sont les attentats islamistes du 11 septembre contre New York, et quand il arrive, je disais que c'était le premier chapitre du livre, quand Poutine est invité au Bundestag, au Parlement allemand, lui est tout jeune président, on est donc en 2001, Schröder est là depuis quelque temps, il l'a déjà enjôlé, ils ont déjà commencé justement à parler de Nord Stream, et il reçoit une ovation debout dans tout le Bundestag, à quelques exceptions près, dont Angela Merkel et le Parti des Verts, on pourra en parler. Mais Poutine est accueilli à ce moment-là comme une sorte d'espoir démocratique. On a connu la seule courte période où l'Union soviétique, devenue la Russie, a connu quelques années de démocratie. C'était sous l'ère de Boris Yeltsin et c'était une catastrophe. C'était la corruption à tous les étages, le crime dans les rues, etc. Donc les Russes et les Occidentaux en ont un souvenir épouvantable, même si les Occidentaux soutenaient Yeltsin, qui était en plus totalement ivrogne et qui ne savait pas se tenir en public, etc., qui tombait sur scène, bref. Donc on voit arriver Poutine en se disant, voilà un enfant bien élevé, il est bien coiffé, bien habillé, il boit pas d'alcool, et encore une fois, il connaît les arts martiaux, etc. On va pouvoir négocier avec lui. Et là, la chance... Déjà, il est plutôt bien vu en Occident. Et puis, la chance inouïe, c'est que le 11 septembre arrive et qu'il a, avec ses Occidentaux, un ennemi commun. La Russie est oubliée, l'Union soviétique est oubliée, la guerre froide est finie, der Kalte Krieg ist vorbei. Et le vrai ennemi commun qui nous rassemble tous, c'est l'islamisme. Et donc là, il y a une sorte d'illusion qui se crée et qui encourage, comme le serpent K, quoi. Ouais. Poutine joue vraiment comme le serpent K du livre de la jungle. Il réussit à hypnotiser tout le monde et ça marche extrêmement bien. Et tout marche bien puisque jusqu'à la guerre en Ukraine, il a réussi à mettre en place ces tuyaux de Nord Stream dont on expliquera pourquoi c'est un enjeu stratégique majeur. L'Occident est plutôt endormi. Les Américains sont tournés vers le Pacifique et vers la Chine. L'OTAN est en état de mort cérébrale plus ou moins. L'Europe est en état de désunion. Il y a eu le Brexit, il y a des courants nationalistes et europhobes qui la traversent. Tout est en place. Mais il tombe sur une tuile, sur un os. Et cet os, ça s'appelle les Ukrainiens, qui se battent comme des lions et qui empêchent les Russes d'arriver jusqu'à Kiev. L'os, ça s'appelle Volodymyr Zelensky, que tout le monde a pris pour un clown et qui s'avère être une sorte de Churchill. Et rien ne se passe comme il l'avait prévu. Mais sinon, le plan était presque parfait. Oui, et si Richard Rodier ?
il y a quelque chose de fascinant dans le livre, parce que on parle que la guerre froide est finie, on le dit en allemand, et il y a tout le livre, et vu qu'on est dans cette période de guerre qui est insupportable aujourd'hui, je pensais à une autre phrase en allemand de Primo Levi, qui est « Ist es gibt keine Warum ». Ici, il n'y a pas de pourquoi. C'est ce qu'il dit à Auschwitz, enfin dans son livre. Et en fait, quand on lit la biographie de Nord Stream, la démarche de Poutine, ou quand on voit l'Iran et le Hamas aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de pourquoi. En fait, on se pose des questions rationnelles, on est européens, et on se dit, mais pourquoi ils font tout ça? En fait, c'est exactement le même sujet, c'est pour ça que votre livre est majeur. On se pose trop la question du pourquoi, donc Schröder, Fillon, l'ancien ministre suédois, l'ancien ministre autrichien, ils plongent. Et Schröder, il avait besoin d'argent. Oui, il avait besoin d'argent et aussi une simple autorisation pour pouvoir adopter des enfants. Enfin, c'est des choses complètement dingues. C'est pour ça que le livre est fou. Je ne veux pas dévoiler parce que c'est vraiment... Non, mais vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, je pense, qu'on ne comprend pas en Occident, c'est qu'on a un cortex rationnel. Voilà. Et que là, on est face à quelqu'un qui a un cortex passionnel. Voilà. Et c'est vrai que c'est comme Raymond Aron disait, d'ailleurs, il y a une phrase que je cite dans le livre. La citer, elle est là. Ceux qui croient que les peuples suivront leurs intérêts plutôt que leurs passions n'ont rien compris au XXe siècle. Voilà. Et au XXIe non plus. Et au XXIe non plus. C'était prémonitoire. Et c'est vrai que, d'ailleurs, dans le chapitre que je consacre à Angela Merkel, qui, elle, n'est pas du tout corrompue, parce que c'était une des questions... Mais est-ce qu'elle a été naïve, Marion Van Intergam, Angela Merkel? C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'elle a été naïve? D'une certaine manière, oui, mais c'est vrai que c'est une des questions qui m'a taraudée. J'ai beaucoup d'admiration pour Angela Merkel et je suis fascinée par cette femme qui ne ressemble à aucun des autres dirigeants occidentaux pour une bonne raison, c'est qu'elle a passé plus de la moitié de sa vie sous une dictature. Elle a connu le totalitarisme et que par rapport aux grands de ce monde, des Obama, des Clinton... elle aurait dû voir. Voilà, elle sait ça mieux que tout le monde. Elle connaît Poutine mieux que tout le monde. Et ma question qui me taraudait dans le livre, c'est comment Angela Merkel, qui n'est pas corrompue, parce que là vraiment, s'il y a quelqu'un pour qui l'argent qui est totalement indifférente à l'argent, c'est Angela Merkel. Pas corrompue. Elle n'est a priori, elle n'est pas idéologue non plus, parce qu'il y a beaucoup dans le piège que tend Poutine, il y a beaucoup il a senti les vulnérabilités idéologiques des Allemands et des Français d'ailleurs. Elle n'est pas idéologue, elle est pragmatique, elle est même politicienne, et c'est d'ailleurs une politicienne assez court-termiste. C'est le grand défaut d'Angela Merkel, c'est pas du tout une grande visionnaire. Donc elle est pas idéologue, elle n'est pas corrompue, elle n'est pas naïve, c'est loin d'être une idiote, elle est même extrêmement intelligente, et comme vous le rappeliez, elle connaît Poutine mieux que personne, parce qu'elle est arrivée au pouvoir quasiment au même moment que lui. Ils ont 2 langues en commun, l'allemand et le russe. Elle parle évidemment le russe comme tous les enfants de l'Allemagne de l'Est, l'ancienne Allemagne de l'Est ont été obligés de l'apprendre. Poutine a appris l'allemand à un moment peu honorable, au moment où il était officier du KGB en poste à Dresde dans l'Allemagne de l'Est. Donc ils ont cette histoire commune. Elle était du côté de l'occupé, il était de l'autre côté de l'occupant. Il la respecte. C'est, je pense, la seule des dirigeants européens qu'il respectait. Et elle le connaissait par cœur. Je raconte une scène encore où plusieurs fois, d'abord quand il parle allemand, elle dit « Ah, ça me donne des frissons, j'ai l'impression d'entendre le KGB ». Il a essayé d'user avec elle de méthodes dont elle disait « je le connais par cœur, c'est le KGB », etc. Elle le connaît par cœur, et moi, pour avoir parlé à Angela Merkel, je sais, sans avoir le droit de la citer, je sais qu'elle était tout à fait lucide sur le fait que Poutine n'avait pas abandonné son ambition de récupérer l'Ukraine. Elle disait, je le savais parfaitement. Donc, mais, et c'est là qu'il y a une sorte de faille dans sa logique. C'est ce que j'ai appelé le chapitre là concernant alternative loss, sans alternative. Et ça, c'est un mot qui revient tout le temps chez Angela Merkel, qui est un esprit extrêmement logique. D'abord aussi politicien, donc une coalition, elle est en grande coalition avec les sociodémocrates qui sont quand même les maîtres d'œuvre de cette histoire, de cette initiative de Nord Stream. C'est une idée social-démocrate. Et ce sont eux qui tiennent la main là-dessus. Ministre de l'économie, ministre des Affaires étrangères sont sociodémocrates. Et à la limite, elle est respectueuse de ses contrats de coalition. Elle veut rester au pouvoir. Et pour ça, elle ne veut pas que sa coalition casse. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a le fait que l'Allemagne a mis fin au nucléaire par sa responsabilité à elle, mais pas seulement. C'est d'abord Schröder avant elle, et puis toute l'Allemagne avait fait de nucléaire un tabou. Il n'était pas question de reprendre le nucléaire. Et quand on est une grande puissance industrielle, qu'on vise à être et on est devenu la première puissance économique européenne, qu'on ne peut pas utiliser le nucléaire, qu'on ne peut plus utiliser le charbon parce qu'il pollue, que les renouvelables, ça donne de l'électricité par intermittence, ça ne suffit pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est facile. On a le gaz russe, pas cher,
qui arrive par pipelines, tout est dessiné. Et là où donc la naïveté d'Angela Merkel, c'était de se dire au moins c'est une solution, au moins provisoire. Et la dépendance est une interdépendance. C'est-à-dire que moi, on arrive à tenir Poutine, parce que si, certes, l'Allemagne est dépendante excessivement, beaucoup trop, c'est là aussi une des fautes, beaucoup trop du gaz russe, Poutine est dépendant de nous. Nous sommes son premier client, nous, l'Allemagne, nous, les Européens. Donc, il ne peut rien faire. Et là, il y a cette vieille idée de Montesquieu, issue des Lumières, qui est que le commerce favorise la paix entre les nations. Les Allemands, les industriels allemands ont adoré cette phrase et en ont fait une sorte de mantra qui plaît évidemment aux businessmen. Wandel durch Handel, le changement par le commerce. Et Merkel, qui, elle, n'était pas du tout dupe de ce côté idéologique, justement, beaucoup plus du côté de Schröder et des sociodémocrates, de se dire le changement fait le commerce, elle n'y croyait pas. Elle se disait, c'est pragmatique, on est obligé de faire ça pour le moment. Et il y a eu les accords de Minsk, etc. On a négocié le cessez-le-feu dans le Donbass. Les Ukrainiens ont le temps de se préparer. Ils sont quand même plus préparés maintenant qu'ils ne l'étaient en 2014. Tout ça, en fait, je pense que son erreur, ça a été le temps et ça a été de négliger ce que vous rappeliez, la passion de Poutine, que les intérêts sont inférieurs, ne sont jamais la priorité de Vladimir Poutine. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui réfléchit comme de manière messianique. Il veut récupérer sa grande Russie perdue. À la limite, tous les moyens tout le reste ne compte pas. On a vu d'ailleurs, il a appauvri. Les Russes sont une population plongée dans la pauvreté, alors que c'est un des pays en potentiel de matières premières les plus riches de la planète. Donc c'est le pays le plus inégalitaire, un des pays les plus inégalitaires du monde. Donc tout ça, ils s'en fichent. Les intérêts rationnels économiques, ils s'en fichent, sauf pour financer cette invasion de l'Ukraine qu'il a programmée. Il n'a pas programmé l'invasion parce qu'il croyait, il pensait qu'il n'aurait qu'à faire une pichenette pour changer le régime. Il s'est trouvé face à une guerre. Un conquérant est toujours pacifiste. Il veut toujours envahir sans dégâts pour lui. Donc ça choque pas. Mais ce qui est intéressant, je pense, pour nos lecteurs, et c'est pour ça que cette biographie de Nord Stream, elle est passionnante, c'est aussi la confusion que l'on a avec cette notion d'oligarque. Et vous le rappelez, en fait, un oligarque, c'est quelqu'un qui est soumis au pouvoir en Russie, dans l'imaginaire de Poutine. Il y a tout de même, Richard Audier, au début du livre, il y a une hécatombe. Il y a plus de 20 morts en 2022 sur les oligarques. Ils ont un goût pour le suicide, ces oligarques. Nous, on est dans cette démocratie européenne, tout va bien, et on est content d'avoir Bernard Arnault et Pinault, tous ces entrepreneurs, et Maurice Lévy. Enfin, voilà, on vit le commerce comme une source, justement, à la Montesquieu et dans l'esprit des Lumières. Ça n'est pas universellement partagé en France. Non, on va dire, on n'est pas LFI et Mélenchon, mais globalement, c'est comme ça qu'on le pense et qu'on le vit. Alors, en fait, l'entrepreneur soviétique version Poutine, il n'est pas du tout là. Marion a oublié d'arrêter son portable, Richard. Et ce qui est intéressant, justement, et c'est là où je veux en venir, c'est que le patron de Gazprom, en fait, c'est pas un patron, c'est son collègue de la Stasi. C'est ça que j'aimerais que vous... C'est son homme de paille. Voilà. Oui. Et surtout, il a monté cet empire Gazprom, c'est un empire absolument à sa main. Absolument, et c'est là, ça fait encore partie du génie stratégique de Poutine. Il l'a pensé dès le départ, il a compris que Gazprom, qui est donc devenu... le plus grand groupe, le plus grand producteur et exportateur de gaz dans le monde, qui est une espèce de monstre figuré par son siège social, qui est une tour en forme d'ogive nucléaire qui domine la ville de Saint-Pétersbourg, et qui n'est pas d'ailleurs qu'une entreprise énergétique, puisque c'est devenu un groupe de médias, c'est devenu même une milice qui porte son nom, financée par Gazprom, qui va se battre en Ukraine. Donc quand je disais que c'était le bras armé du Kremlin, je ne pensais pas si bien dire, puisque c'est devenu, entre-temps, une véritable arme au sens propre. Et c'est vrai qu'il a compris la puissance que la puissance russe de la Fédération de Russie allait s'appuyer essentiellement sur cette énorme machine de cash, à vrai dire, il faut le dire. Un expert du gaz a eu cette phrase extraordinaire, parce que j'avais fait une coquille, j'ai une coquille dans mon livre où à un moment je parle de millions, au lieu de dire milliards, c'était billion en anglais, j'ai bêtement écrit millions, et il me dit non, là il y a une coquille, dans le gaz, on ne parle qu'en milliards de dollars, jamais en millions de dollars. Ça n'existe pas, les millions. Si, pour les chanteurs qui viennent chanter pour lui, ils ont des cachets en millions de dollars. Eux, ils ont des millions. Vous citez Sting et Tina Turner, c'est en millions. Oui.
Et donc il a compris, et il a en effet, dès son arrivée, il a compris qu'il fallait, il a nationalisé, il a fait de Gazprom une entreprise nationale. Il a mis à sa tête, comme par hasard, quelqu'un de l'ancienne bande de Saint-Pétersbourg, parce que là on revient à cette jeunesse, vous parliez de la personnalité de Poutine, qui a été vraiment fabriquée dans cette ville de Leningrad, devenue Saint-Pétersbourg, où il a appris, en fait, il a été à 2 écoles. La première était l'école de la mafia, puisque c'était une ville gouvernée par les mafias, et lui était un petit enfant malingre qui savait pas se battre, d'un milieu très pauvre, et qu'il a été d'abord victime, puis complice de ces mafias. Il en a vite appris les codes pour les maîtriser. Il faut relire les contes d'Odessa de Babel, puisque c'est les mêmes histoires qu'on retrouve un siècle après. C'est tout à fait juste. Et sa deuxième école, ça a été, là aussi, c'était à Leningrad, puis Saint-Pétersbourg, où il est devenu, donc il a fait l'école du KGB, il est devenu officier de la police politique, et ce sont ces deux méthodes référentes, là où il a tout appris, c'est les codes de la mafia, donc on corrompt, on règne par la corruption, etc. Et les codes de la police politique, où on désigne on repère la vulnérabilité de ses adversaires, on les corrompt, on les amadoue, on les séduit, on en fait des alliés et des jokers, quoi. Mais on parlait avec Richard Rodier de cette hécatombe chez les oligarques, et justement vous parliez, Richard, de Bernard Arnault et Pinault, etc. En France, je pense que si on tuait successivement Bernard Arnault, Pinault et quelques autres, ça susciterait quand même... Ce qu'a voulu faire Action Directe... Un certain mouvement. Voilà. Et là, on a l'impression qu'il y a cette hécatombe d'oligarques et il ne se passe rien. C'est vrai, dans un silence absolu, c'est très vrai. J'y avais pas pensé, mais ça c'est vrai. Et pour moi, c'est un élément essentiel du livre. Il meurt sans bruit. Ouais, c'est un élément essentiel du livre quand on le raisonne... j'allais dire, en histoire et en géographie. Parce qu'il faut voir, peut-être, c'est pas de l'écriture, mais il y a 2 photos qui sont essentielles dans le livre. C'est la géographie du gaz, enfin des tuyaux Nord Stream. Et en fait, voilà, on a cette carte qui montre bien ce contournement de l'Europe pour aller... De l'Ukraine, justement, oui, pour aller faire une piqûre directe dans les veines d'une drogue pour bien mettre la dépendance complète. Et puis cette photo, on voit, qui est terrifiante, que je connaissais pas, c'est vous qui la produisez dans le livre. Elle est terrible. Avec nos dirigeants européens autour. Il y a tous les personnages. Voilà, tous les personnages sont là. On a envie de les mettre... Ils ont tous des sourires absolument... Voilà, donc je regarde les personnages, puisqu'on est quand même à la radio, donc on se regarde la photo. Il y a François Fillon, Merkel, Schröder, Fillon, le patron de Gazprom, Alexei Miller, il y a le fameux ancien espion de la Stasi qui dirige Nord Stream, etc. Et c'est là où je dis que c'est magnifique, et c'est l'apprentissage, pardon de revenir encore à cette actualité, mais c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que des armes, du béton, des drones, enfin, c'est des industriels, c'est des numéros de série, les douanes existent, enfin, je veux dire, tout ça, on comprend les mécanismes, on comprend aussi dans le mécanisme par exemple, du Hamas, pour devenir génocidaire, on l'a vu avec l'Arménie, on l'a vu avec le Rwanda pour ce qu'ont fait les Hutus contre les Tutsis, bien sûr Hitler avec les Juifs, il faut 15, 20, 30, 40, 50 ans de propagande pour que le cerveau ne puisse plus comprendre qu'on est capable de tuer un être humain. Et c'est ce qui est fascinant dans l'histoire russe aujourd'hui, c'est cette indifférence. C'est pour ça que le côté des oligarques me passionne comme exactement Josiane. C'est-à-dire qu'on peut tuer en 2022 une vingtaine d'oligarques, alors parfois ils meurent d'une petite crise cardiaque, on ne sait pas, une hépatite A, B, C, W. Il y en a un, c'est bien, il meurt à la fois d'une crise cardiaque, d'une dépression, d'un suicide et d'être tombé par la fenêtre. Voilà. Et en fait, la population russe, elle reste dans cette apathie absolue, quoi. Et c'est pour ça que je dis que c'est un processus qui me fait penser à ce qu'on vit aujourd'hui. Le Hamas nous écrit depuis 35 ans « Je vais tuer les juifs, les homosexuels, les francs-maçons ». Ils ont la télé depuis 20 ans à Gaza, ils ont les écoles, ils forment des gens. C'est normal qu'à 20 ans, on puisse découper des bébés. C'est normal 20 ans après, 20 ans d'éducation. Et les Russes aujourd'hui, ça fait... 25-30 ans qu'on va dire Poutine est là-dedans. Et donc cette apathie-là, moi, elle m'a fasciné en fait. C'est vrai. Moi aussi. Elle m'a fasciné, mais ce qui m'a fasciné aussi, après la lecture du livre de Marion Van Rentergem, Le piège Nord Stream, je le rappelle, aux éditions des Arènes. Il faut pas... Très bon livre. Marion Van Rentergem a écrit dans l'Arche, je le rappelle aussi. Toujours un peu de publicité. Non, mais ce qui m'a frappé, c'est la question, justement, en revenant à aujourd'hui, c'est-à-dire quand on a lu ce livre, qu'est-ce que c'est soutenir Poutine
quand on est dans un pays européen, quand on est français, par exemple? Qu'est-ce que c'est soutenir Poutine aujourd'hui? Oui. Et comme j'en ai parlé un peu avec Marion hors antenne, ce qui est curieux, c'est que les gens qui soutiennent Poutine, c'est les mêmes aujourd'hui qui, juste pour ne pas gêner qui ne sont pas nets Marion, sur ce qui se passe en Israël. Ouais. Par exemple, pour citer Marion, elle rappelle que l'annexion de Crimée a été soutenue par 2 personnes, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Oui, voilà. Et François Fillon. Et François Fillon, c'est ce que je voulais. Voilà, il est plus voilà. Et c'est magnifique. Mais c'est vrai pardon d'être cynique, mais c'est magnifique. Alors, l'extrême droite sur le Hamas, elle est passée dans l'autre camp. Mais en général, la plupart du temps dans les affaires étrangères, l'extrême droite et l'extrême gauche ont exactement les mêmes positions. Et c'est vrai qu'ils étaient Mélenchon-Le Pen, pour faire bref, sont tous les deux des soutiens de Poutine. Poutine n'a même pas eu besoin de les séduire comme il a pu essayer de le faire avec François Fillon, etc., ou Gerhard Schröder. L'extrême droite et l'extrême gauche, il y a un tel anti-américanisme viscéral, anti-libéralisme, etc., anti-démocratisme même, contre la démocratie parlementaire, qu'ils sont tombés dans les bras de ce dictateur. Il faut voir la liste des personnalités que soutiennent Mélenchon et Le Pen. C'est en général, en tout cas Mélenchon, ce sont tous les dictateurs de la planète. Ouais, et puis souvent Chavez, l'extrême droite, un peu. Ils sont toujours pro-chinois, pro-russes. Enfin, ils sont toujours du bon côté de l'histoire. Je précise que c'est un sarcasme, que l'ironie n'est pas toujours comprise. Maintenant, il faut en général mettre des notes. Et là, en fait, ce qui est étonnant, j'ai lu dans la revue Le Grand Continent, qui est presque aussi bien que la revue L'Arche, une carte très intéressante des soutiens de ceux qui n'avaient pas condamné le Hamas de manière claire, et dans le monde. Et on voit que, très curieusement, cette carte recoupe celle de ceux qui ont soutenu Poutine dans la guerre en Ukraine. Donc c'est très intéressant, et on voit ces divisions traversent aussi les sociétés et les pays en Europe, et notamment la France. Alors en France, en effet, Mélenchon, on sait comment cette espèce d'incapacité obscène à condamner le Hamas. L'extrême droite s'est trouvée dans un autre camp, parce que l'extrême droite, je finis par trouver ça drôle, est tellement anti-musulmane qu'elle finit par être moins antisémite. Ah oui, donc c'est vraiment aussi simple que ça, ouais. Et du coup, ils se retrouvent dans l'autre camp. Mais c'est assez... en effet, le parallèle avec la guerre en Ukraine est assez frappant. Et puis, ça n'est pas un hasard si Vladimir Poutine est allié avec l'Iran. Il est d'ailleurs aussi allié avec Israël. Donc lui, en fait, il joue sur tous les tableaux. Il s'entend très bien avec Netanyahou, il s'entend bien avec les Iraniens, il parle avec le Hamas, et donc il peut essayer de se poser en arbitre des élégances à un moment donné. D'ailleurs, la position de Poutine avec la Syrie, elle est remarquable. Alors là, il n'y a vraiment pas de pourquoi. Il dit Kain Varoum, là encore. Là, en Syrie, il était très clair pour faire la guerre à Daesh, dans des conditions même au-delà du crime contre l'humanité. Mais en revanche, bizarrement, le Hamas, il est plus indulgent. Ouais. Mais alors, comme le disait Richard Audier, il ne faut pas totalement déflorer ce livre, parce qu'il se lit comme un thriller aussi, Richard l'a dit. Mais il est fait, ce livre, à la fois d'analyse, mais de rencontres aussi, d'analyse, enquête et rencontres. Alors, il y a des rencontres qui sont un peu, un petit peu poivrées. Par exemple, celui que vous avez mis comme titre avec un accent allemand, « Je suis le coupable ». Ça m'a été reproché, j'ai été un peu gênée, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est l'ancien ministre de l'économie d'Angela Merkel, Peter Altmaier. Mais c'est vrai que je trouvais très drôle, c'était vraiment pas du tout offensant la manière que j'ai eue d'écrire comment il disait le coupable, parce qu'il parle un français magnifique, et je l'envie de parler français aussi bien, et j'aimerais lui rendre l'appareil en allemand, et on s'en est loin. Mais il avait cet accent, en effet, de prononcer les gays à la place du que et le B à la place du P. Il a ri quand je lui ai dit, je fais un livre sur Nord Stream, je viens vous parler. Il a ri avec... vraiment franchement et de manière sympathique en disant je suis le coupable, et c'était évidemment une manière aussi un peu ironique de dire non, on n'est pas, et il a 1000 fois raison, Angela Merkel et ces ministres de la CDU, comme Altmaier l'est, sont certes responsables de ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de contourner et de ne pas dire leur responsabilité, mais s'il y a une hiérarchie dans les hiérarchies,
dans les responsabilités et les culpabilités, c'est toute l'Allemagne, c'est toute l'Europe, c'est une espèce de complaisance généralisée, d'aveuglement incroyablement partagé, et d'où le rire de Peter Altmaier quand je suis allée l'interroger. Mais c'est ça, Richard Audier, tout à l'heure, vous contestiez l'idée que Poutine soit intelligent, parce qu'on n'a pas envie que des mauvais soient intelligents. Mais quand même, ce qui me frappe à la lecture de ce livre, je pense que ça vous a frappé aussi, c'est comment il a tissé sa toile d'une manière extraordinaire, quand même. Ouais, extraordinaire. Moi, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, je dois avouer que l'habileté de Poutine que j'ai vue dans ce livre m'a fait peur. Oui, mais alors moi, c'est ce qui me fascine, et je reprends parce que vous avez eu le prix Albert Londres, je crois que j'ai à peu près tout lu d'Albert Londres, et en fait, ce qui est génial, c'est que les faits existent, ils sont repris par des reporters de haut niveau, des écrivains, et c'est là où je trouve que... c'est-à-dire que non seulement le livre, il faut le lire, il faut reprendre du recul par rapport à ça, mais aussi... et là, j'ai besoin de votre réponse à toutes les deux. Vous êtes des grandes journalistes, vous avez écrit dans les plus grands quotidiens. Tout est expliqué, tout est écrit, vous décortiquez les mécanismes. Moi, quand je me suis abonné à Twitter, par exemple, mon premier follower que j'ai pris, c'était Kasparov. Bon, on lit Kasparov, ok, on comprend. Mikhail, je vais le dire mal, de Khodorkovsky, voilà, il explique, il est pris en prison, on lui met un mois de prison, ça devient 3 ans, 10 ans, 15 ans. Bon, voilà, il tombe malade et il a une hépatite ABCD. Bon, tout ça, on le sait, on le voit, on l'écrit. La grande presse que vous connaissez, les hebdomadaires, sans même parler de l'Arche, mais Le Point, l'Express, voilà, le Nouvel Obs, ils écrivent, ils décrivent nos hommes politiques, a priori, même s'ils ne les lisent pas, au moins ils ont des fiches. Comment on peut expliquer cet aveuglement moi, je suis un militant, voilà, je suis un énervé, un révolté camusien, je le dis à chaque fois, mais là je ne comprends pas, en fait. Là aussi, il n'y a pas de pourquoi, mais vous êtes toutes les deux des grandes journalistes. Comment vous comprenez cette incapacité d'analyse ? Ça revient à la phrase de Raymond Aron, non ? C'est tout à fait ça. C'est vrai que même moi, j'étais effarée, j'avoue. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette enquête m'a fascinée, passionnée. Je crois que j'ai rarement été aussi prise par un sujet que là, parce que j'avais moi-même des moments où j'étais éberluée, des coïncidences de dates. Je regardais à chaque fois, je me reportais sur la chronologie, je me disais, mais c'est incroyable, comment ils n'ont pas vu ça, etc. Et évidemment, la guerre en Ukraine donne une focale différente. Tout d'un coup, on regarde tout ce qui s'est passé et on se dit, mais c'est insensé d'en être arrivé là. Mais quand on vit l'histoire petit à petit, on se dit, il y a toujours, c'est très difficile, la politique, c'est forcément un métier de décision, de choix, on choisit le moins mal, le moindre mal, etc. Et petit à petit, il y avait, bon, ça c'est grave, mais c'est pas si grave par rapport à ça, etc. Et finalement, comme j'appelais ça, une succession de petits muniques qui, sur le moment, passaient assez inaperçus. Quand Nicolas Sarkozy vend 2 navires Mistral à Vladimir Poutine, alors qu'il vient d'annexer 20% du territoire de la Géorgie, un pays qui n'est pas le sien, et qu'on va lui vendre 2 navires de guerre, c'est invraisemblable. Ah oui, c'est invraisemblable. Donc ça a fait du bruit à l'époque, puis ça passe. Et puis tout d'un coup, ça aussi, je l'ai découvert en écrivant le livre, c'est que je n'avais pas du tout pensé que la vente des Mistral, quand on scelle un contrat de vente avec un pays sur des navires de guerre, ça met longtemps, il faut les construire, etc. La livraison, elle était prévue, donc le contrat est signé en 2008, si je ne me trompe pas, et la vente devait avoir lieu en 2014. Manque de peau, 2014, comme je le dis dans le livre, c'est l'année de la honte, ce que j'appelle l'année de la honte, c'est l'année de l'annexion de la Crimée. Et là, il y a cette phrase, moi, qui me fait personnellement énormément rire, que j'ai su de très bonnes sources, proches de l'enquête, comme on dit. C'est Angela Merkel qui dit à François Hollande, « François, you can't give the Mistral to the Russians ». Parce que, évidemment, on ne va pas livrer les navires de guerre à la Russie au moment où Poutine a annexé l'Ukraine. Et François Hollande, qui comprend mal... C'est à la fois, il y a de l'hypocrisie de la part de Merkel, parce que pendant ce temps-là, elle lance Nord Stream 2. Donc, elle pourrait balayer devant sa porte, mais ça, c'est une autre histoire que je raconte dans le livre, c'est pourquoi Nord Stream 2 continue malgré ça. Mais c'est vrai que et en plus, les deux se sont amusés, enfin, on rit jaune du fait qu'un des 2 navires de guerre, puisque les navires ont toujours un nom, il y en a 2 s'appelait Sébastopol. C'était quand même le nom du port de Crimée, qui est la base militaire russe. Donc, c'était impossible. Et c'est vrai que François Hollande
un peu poussé par Angela Merkel, mais on avait conscience aussi, a pris cette décision très difficile, parce que annuler un contrat, c'est pas rien. Ça veut dire que la France perd en crédibilité, en fiabilité. Ça veut dire aussi qu'il y a des milliards de pénalités, pas des milliards, enfin, je sais pas combien d'ailleurs, mais des pénalités très conséquentes à payer par les contribuables français certainement. Il faut surmonter toutes les oppositions, et je crois que l'ensemble du Parlement était contre l'an. Bref, heureusement qu'il a annulé la vente des Mistral, sinon on serait en train d'utiliser des navires de guerre français contre les Ukrainiens. En ce moment, on aurait l'air vraiment malin. Donc, je ne sais plus du coup pourquoi on est parti de... On est parti du journalisme. Richard Audier posait la question du journalisme. Oui. En fait, justement, Marion, d'une certaine manière, répond, c'est que quand on change la focale parce qu'on fait un livre, c'est un peu différent. En fait, la question du journalisme, c'est être engagé dans l'histoire en train de se faire au jour le jour. Et c'est compliqué. On n'a pas la bonne focale Bien souvent. sûr. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'erreurs journalistiques, j'allais dire. Ce sont des erreurs après qui sont considérées comme des erreurs après coup, mais qui servent, enfin, si on fait bien son travail de journalisme, et moi j'ai été formée par Josiane Savigno, donc si on a le respect des faits, pour les historiens d'après, le journalisme sert à faire l'histoire après coup. Et comme moi, d'ailleurs, j'ai fait ce livre en retrouvant les articles de journaux et toute la manière dont l'histoire s'écrit, c'est grâce à ça qu'on peut ensuite avoir la compréhension globale. Moi, je disais presque l'inverse, en fait. Si je prends l'exemple de l'incendie de Charlie Hebdo, le premier, on se retrouve à manifester avec Caroline Fourest, Philippe Val, Dominique Sopo, je vais vous faire la liste parce qu'on était 100 ou 200. On sait que si on brûle un journal de cette sorte, on devrait être 4 millions de personnes, parce que si on ne le fait pas, il va y avoir ce qui va se passer en 2015. Et c'est ça qui est dingue, c'est que justement, il y a des journalistes qui comprennent, qui l'écrivent, et vous, en fait, dans l'Express, dans Le Point, dans l'Arche, dans Le Monde, parfois, il y a des papiers qui expliquent. Moi, c'est plutôt pour l'inverse. Je félicite le travail du journaliste qui arrive, malgré tout, à avoir un peu de distanciation par un travail d'enquête comme Albert Londres. Et puis, en fait, ces travaux, je ne sais pas, il n'y a pas d'utilité opérationnelle diplomatique. Non, mais ça, c'est très important. J'en termine un exemple. Il y a une conférence, il y a un an, on en a parlé ici, sur la cybersécurité, où le patron de la cybersécurité française fait une conférence et il explique, comme dans le Bureau des légendes, voilà, en ce moment, il y a plus d'1 an, nous sommes attaqués au quotidien dans nos entreprises par les Russes et les Chinois. Il le dit, c'est James Bond, hein, mais il le dit dans une conférence publique, il l'explique. Il dit les Russes et les Chinois nous attaquent quotidiennement. Et donc, ce n'est pas une information qui est cachée, ce n'est pas une source non officielle, comme dirait Coluche, me dit que. Non, on a une réalité de fait. Mais pourtant, derrière, le monde politique ou diplomatique ne l'enclenche pas. Mais on est au cœur de ça, c'est-à-dire que ça n'était pas... Il y a eu des signaux d'alerte depuis le début, et les plus clairvoyants, d'ailleurs, ça a été tous les journalistes qui ont vécu à Moscou étaient extrêmement... ce sont les plus lucides, Anna Politkovskaya a dit... vous avez fait une superbe émission sur France Culture avec Raphaël Glucksmann, c'est ça qui rappelait les propos que lui avait tenus. Il était très ami avec Anna Politkovskaya, qui a donc été assassinée en 2006, si je ne m'abuse, et qui lui avait dit, donc, en 2005... Tu sais, il y aura la guerre en Ukraine. Et Glucksmann s'est dit, mais non, mais elle est comme tous les dissidents, elle voit tout en noir. Mais il y avait des gens qui avaient... Donc Anna Politkovskaya l'avait vu, des journalistes sur place n'avaient peut-être pas vu la guerre en Ukraine, mais en tout cas avaient décrit qui était Poutine de manière très claire. Les Ukrainiens, évidemment, étaient bien placés pour le voir. Les Polonais, les Baltes, tous ceux qui étaient au premier rang pour comprendre et qui avaient vécu l'Union soviétique, et Poutine, qui est un héritier direct et un clone du soviétique, avaient compris son vrai dessein, qui, je le répète, était de reconstituer l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique dans ses frontières. Donc, les systèmes d'alarme existaient partout, et Angela Merkel ne le mésestimait pas, mais il pensait qu'ils allaient pouvoir le contrôler. Et il faut rappeler, parce qu'en fait, on ne l'a pas dit du coup dans l'émission, pourquoi par exemple, cet ancien patron de la société nationale ukrainienne de gaz, Naftogaz, Andrei Koboliev, que j'interviewe dans le livre, me dit, mais il l'avait dit avant la guerre, si les travaux de Nord Stream 2 sont achevés, Poutine fera la guerre en Ukraine. C'est clé. Et donc, ça veut dire que des gens l'avaient compris, Nord Stream était l'instrument de la guerre de Poutine. Et là, ça demande une toute petite explication rapide. Je pense qu'on n'a plus de temps, mais pourquoi Mais si, finalement, on nous avait dit qu'on n'avait pas de temps, et on semble en avoir. Alors, continuons. Pourquoi est-ce que c'est la clé et que c'est une des causes de la guerre en Ukraine? C'est que ce tuyau
80% du gaz russe vers l'Europe transitait par les gazoducs ukrainiens avant la construction de Nord Stream. Ce double gazoduc permet potentiellement donc à l'Allemagne et au reste de l'Europe d'importer du gaz russe sans passer par ces gazoducs ukrainiens, parce qu'il y a la même quantité de gaz, potentiellement, qui peut passer par la Baltique directement, etc. Et Merkel avait une obsession, c'était, toujours dans son esprit logique, il ne faut pas priver l'Ukraine des revenus de transit, des revenus de gaz qui sont une partie importante de son PIB. Donc elle disait, de toute façon, on continuera à utiliser les gazoducs ukrainiens, c'est juste au cas où, parce qu'il y a toujours des conflits entre la Russie et l'Ukraine, des conflits qui se terminent par des coupures de gaz. Il y a eu 2 crises dont l'Europe a pas mal souffert en 2006 et en 2009, et qui ont traumatisé tout le monde. On a failli ne plus avoir de chauffage en hiver, etc. Et du coup, les Européens, mais là encore, on est dans cette histoire, petit à petit, Poutine, mais... Bah oui, mais on ne peut pas se permettre de ne plus avoir de gaz. Donc, le Nord Stream, c'est très pratique parce qu'au cas où ça coupe du côté des gazoducs ukrainiens, on aura toujours ça comme secours. Oui, sauf que c'est pas une histoire seulement de revenus de transit pour le gaz, c'est que en donnant la possibilité à Poutine de servir directement ses clients sans passer pour l'Ukraine, il prive l'Ukraine de son levier stratégique, de son levier de pouvoir, de sa seule utilité. C'était pour l'Ukraine, ces tuyaux étaient le seul bouclier de sécurité militaire, parce que Poutine, et c'est ce qui le rendait fou, avait besoin de l'Ukraine pour livrer ses clients. Donc ça le rendait dingue. Et comme Gazprom s'est fait une réputation de partenaire commercial hors pair, ça, ils ont mis un point d'honneur, les Russes, de manière très intelligente, à faire de Gazprom une société extrêmement fiable, dont personne ne se plaignait jamais. À l'allemande, pas question de ne pas livrer les clients. Et puis c'était important. Donc le contournement de l'Ukraine était clé, et c'est là qu'est la naïveté de Merkel, outre le fait qu'elle a mésestimé à quel point la passion l'emportait sur la raison chez Vladimir Poutine, mais c'est d'avoir considéré uniquement l'intérêt financier de ces tuyaux. Des gazoducs ukrainiens. C'était un intérêt stratégique vital, existentiel. Et ça n'est pas faute d'avoir été prévenu, mais quand nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, quand ça sert... C'est tellement commode, du gaz russe pas cher, c'est tellement commode pour tout le monde. Mais alors, Richard Odier, Marion Van Rijtgeveld va sans doute me reprocher d'être fascinée par le mal, mais à travers votre livre, j'ai été quand même extrêmement intéressée par la personnalité de Vladimir Poutine. Oui. Et il y a quelque chose qui peut paraître comme un détail, mais qui, pour moi, était très significatif, c'est cette histoire de Angela Merkel avec les chiens. C'est pour ça que j'ai pas aimé Les Bienveillantes, Josiane. Moi, j'ai détesté Les Bienveillantes. Oh, alors ça va. Ah bon, oui, j'ai détesté Les Bienveillantes. C'est une anecdote que je racontais déjà dans ma biographie de Merkel, qui vraiment, en effet, raconte un peu la construction du cerveau de Vladimir Poutine. Enfin, l'éclair, c'est que Angela Merkel, pour des raisons personnelles, parce qu'elle s'était fait attaquer par un chien, a gardé une peur panique des chiens. Ça. Bon. Et la première fois, quand elle arrive à la tête à la chancellerie, les conseillers, qui doit avoir lieu la première rencontre d'État avec Vladimir Poutine, les conseillers du Kremlin et de la chancellerie s'entendent en disant oui, voilà, ce serait bien que nous savons que le président russe a un chien, un brave labrador, pas un Doberman comme c'est devenu dans la légende. Il a un chien, donc ce serait gentil de ne pas laisser le chien dans la pièce où est la chancelière qui a peur des chiens. Oui, bien sûr, etc. La première rencontre a lieu, le chien n'est pas là, mais que place Vladimir Poutine sur son canapé? Un chien en peluche. Et là, je me dis, vraiment, c'est incroyablement déjà tordu, mais la deuxième rencontre est encore mieux. C'est qu'on fait semblant, les conseillers ne vont pas rappeler, il ne faut pas de chien. Donc, on fait semblant et l'équipe du Kremlin fait semblant d'oublier. Et donc, Merkel et Poutine sont dans un salon. Et ça, un des conseillers de Merkel me l'a raconté. Il dit c'était insupportable. Le chien, on était à une salle, après à table, le chien se faufilait dans les pattes de tout le monde. Puis c'est un gentil labrador, il vient renouveler, il est gentil, il aime les invités. Et on voit une des photos historiques de Merkel complètement crispée sur un fauteuil, mais quasiment en grinçant, en serrant les dents, et un sourire, mais jubilatoire, de Vladimir Poutine qui la regarde en train d'avoir peur de ce brave labrador qui vient la renifler. Comme avec la table de Macron et lui. Et en sortant de la pièce, Merkel dit à un de ses conseillers qui me l'a rapporté, il m'a dit
Tu voyez, je les connais par cœur, c'est les méthodes du KGB. Mais donc cette petite anecdote de rien du chien en dit quand même extrêmement long sur la construction psychologique de Vladimir Poutine. Alors, Richard Audier, dont j'ai été ravie de savoir que vous partagiez mon hostilité à ce roman qui s'appelle Les Bienveillantes, qui a eu beaucoup de succès, qui a été très défendu. J'ai plein d'hostilité dans la littérature. Il nous reste 2 minutes, donc, à vous, avec Marion. Oui, non, pour terminer, je redis le titre, je fais le travail, le piège Nord Stream, mais il faut lire ce type de livre, je le dis, et il faut lire la grande littérature russe, par exemple, parce que pour comprendre toutes les situations d'aujourd'hui, il faut toujours croiser l'histoire et la géographie. L'avantage de ce livre, c'est du Brodel, c'est du Frédéric Ancel, c'est tous les grands historiens, vous le dites, c'est du Rina Neher sur le Moyen-Orient, où elle raconte l'histoire de la Bible par la géographie. Il faut croiser les deux. Et ce qui est formidable ici, c'est qu'on croise l'histoire et la géographie, parce que c'est indispensable de croiser les deux, sinon on ne comprend pas. Absolument. Et croiser aussi les événements. Parce que les dates, on les perd. Et c'est vrai quand je reprends ce 11 septembre. Si on n'a pas la date du 11 septembre en tête en 2001, parce qu'on est en Allemagne, on voit Poutine, on oublie ce qui s'est passé quelques jours avant. Et je pense que c'est l'avantage des grands journalistes quand ils se mettent à écrire de très grands livres, c'est cette vision d'histoire et de géographie. Voilà, alors merci. On l'aura compris, il faut absolument lire ce piège dans Stream de Marion Van Renterghem. Pour sortir des images horribles qu'on voit en ce moment. Voilà, c'est publié aux éditions des Arènes. Et de toute façon, comme on le sait, Richard et moi, la littérature, la musique, l'histoire, c'est ce qui nous permet de lutter contre la barbarie. Exactement. Donc merci à tous les deux. Et n'oubliez pas, le piège Nord Stream, Marion Van Renterghem, c'est bien, ça prend pas très longtemps à lire, mais longtemps à réfléchir. Merci.